c'est en 2001 qu'Andrea Yates est décrite par les médias du monde entier comme la mère la plus affreuse du monde. Et aujourd'hui, ensemble, on va essayer de comprendre pourquoi, ce matin de juin 2001, Andrea, elle s'est levée et elle a décidé de noyer ses 5 enfants. À la fin de cette vidéo, vous aurez évidemment des devoirs puisque la question à laquelle vous devrez répondre, c'est est-ce que oui ou non, ce drame était évitable? Mais pour y répondre, il faut d'abord que je vous raconte cette affaire, alors bienvenue dans cette nouvelle Auroria. Hey, j'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très bien et aujourd'hui je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle Auroria. Je suis vraiment désolée, il n'y a pas eu d'Auroria au mois de mars. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez pourquoi, vous savez que le mois de mars c'est un mois qui est, j'allais dire un petit peu mais non, beaucoup triste dans cette maison, mais promis, je reviens en force. En plus aujourd'hui je reviens avec une affaire qui n'est pas des plus simples. Vous allez voir, on va parler pendant un long moment. Si ce contenu vous plaît et que vous êtes content de me retrouver, surtout faites-le moi savoir, hein. Je vois tout ce qui se passe sous les vidéos, donc n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut et de vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis de me laisser un petit commentaire, j'adore vous lire le dimanche matin avec mon café. Et avant de commencer cette Auroria, place au sponsor de la vidéo. Cette Auroria est en collaboration avec Luxéol. Ai-je besoin de parler? Je ne sais pas. Je pense que juste les images elles peuvent vous convaincre. En fait, je sais pas pourquoi je m'embête à parler finalement. Du coup, je profite de ce moment pour vous en parler. J'ai encore envie de me couper la frange. Non, arrêtez de crier, vous attendez d'abord, ok? Oui, c'est vrai, la dernière fois, j'ai fait une catastrophe. C'est vrai que j'ai coupé beaucoup trop court. Du coup, je comptais sur Luxéol. C'est vrai que tout reposait sur leurs épaules. Est-ce qu'ils ont réussi? Je vous laisse voir la taille de la frange maudite. Je pense qu'on pourra pas faire plus parlant comme avant-après, finalement. Je trouve que les franges, c'est un bon moyen de se repérer sur la pousse de nos cheveux quand même. Mais je vous connais par cœur, je sais que vous allez me tuer, vous allez me dire mais non meuf, en fait la dernière fois c'était un désastre, ne refais pas la même connerie. Bon, si vous me connaissez, vous savez que je vais sûrement couper dedans. Bref, heureusement comme d'habitude que Luxéol a rattrapé mes bêtises. Je suis trop contente et je pense encore une fois que les images parlent d'elles-mêmes. Le code c'est Auria si vous voulez avoir moins 30% sur tout le site luxéol.com. Je vous présente cette fois-ci la gamme croissance qui est vraiment une de mes préférées. On nous promet 6 cm de pouce en 3 mois, évidemment en utilisant toute la routine. Le shampoing s'utilise 3 fois par semaine. Vous shampouinez, vous laissez un petit peu agir, le temps de se laver le corps, etc. Et puis ensuite vous rincez. Il sent super bon, il mousse de ouf et surtout bah comme d'habitude moi j'adore cette sensation, tu sais quand ça fait quand t'as les cheveux bien propres là, les shampoings c'est mes préfs. Ensuite on a le conditionneur sans rinçage, ça c'est pareil, après chaque shampoing vous essorez bien vos cheveux avec une serviette etc. Et ensuite vous appliquez le conditionneur qui ne se rince pas. Donc non seulement ça fonctionne, mais en plus Luxéol ils nous font gagner du temps. Et le sérum croissance c'est pareil, on l'applique sur le cuir chevelu, moi j'en profite pour voilà, me faire mon petit massage quotidien. C'est le moment un peu détente, tu sais, devant une vidéo YouTube ou une série. En ce moment, c'est Gossip Girl pour la 600e fois, voilà. Et puis les cheveux, ça se soigne vraiment du cuir chevelu jusqu'aux pointes et aussi de l'intérieur. Je pouvais pas ne pas vous parler du programme de 3 mois pousse, croissance et fortification à base de roquettes, prêle des champs, vitamines et minéraux. Les gélules sont d'origine végétale. Vous prenez une gélule par jour avec un verre d'eau. Moi je le mets dans mon petit pilulier. Et ce programme il est fait pour vous si vous cherchez à améliorer l'état de vos cheveux et à favoriser évidemment la croissance et la fortification de vos cheveux. Comme d'habitude je vous mets le lien de luxéol.com dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker. Cette routine croissance ça fait des années maintenant que je vous en parle et je suis plus que convaincue, vraiment ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je reviens de loin, mais de loin. Je ne changerai mes routines capillaires pour rien au monde. Et maintenant que les courageux que vous êtes confortablement installés dans le noir et que vous avez fini votre shopping, c'est parti. Comme toujours, les trigger warnings s'affichent à l'écran. Aujourd'hui, on va parler de maladie mentale, de secte, de suicide et d'infanticide. Pour comprendre un petit peu la psychologie d'Andrea, on va d'abord regarder d'où elle vient, dans quelle famille elle est née, etc. Ça commence déjà très mal avec un nom en allemand. Pardonnez ma prononciation, vous savez que c'est un petit peu compliqué. Ruta Karin Keller, une immigrante allemande, et Andrew Emmett Kennedy, un enfant d'immigrants irlandais, sont un couple dans les années 60. Ils vivent aux États-Unis et ensemble, ils construisent leur famille. En tout, ils ont 5 enfants et Andrea Pia, qui est née le 3 juin 1964 à Houston, au Texas, est la petite dernière. Et ce qui est sûr, c'est qu'Andrea n'a pas eu une vie facile. Parce que lors de son adolescence, Andrea, malheureusement, elle souffre de boulimie et également de dépression. Donc lorsqu'elle a 17 ans, elle envisage même de sauter la vie et puis elle en parle à un de ses amis. Mais elle tient bon et en 1982, elle est diplômée au lycée Milby en étant la major de promo. C'est la meilleure élève de sa classe. Elle est également capitaine de l'équipe de natation et officier de la National Honor Society. Après ce beau succès au lycée et malgré
malgré une santé mentale qui est loin d'être au beau fixe, Andrea devient même infirmière au centre de cancérologie Anderson de l'université de Texas de 1986 à 1994. Et c'est pendant ce laps de temps, lors de l'été 1989, au bord d'une piscine, qu'elle rencontre celui qui deviendra son mari le 17 avril 1993, Russell Yates. Russell, c'est un informaticien, ingénieur qui travaille pour la NASA à Houston. Et Andrea et Russell ensemble, c'est vraiment un peu le cliché, le petit couple parfait, le couple à l'américaine. Ce sont également des chrétiens évangéliques qui souhaitent avoir autant d'enfants que la nature leur permettra. C'est tout naturellement qu'ils font alors l'acquisition d'une maison avec 4 chambres à Friendswood au Texas. Donc pour le contexte, Andrea c'est une femme qui est diplômée, qui est intelligente, qui est ambitieuse, mais qui apprécie quand même le côté trade wife. Elle aime cuisiner, elle aime faire plein de pâtisseries pour sa famille, et elle est décrite par ses proches et par ses voisins comme quelqu'un de très attentionné. Mais à ce stade-là, c'est plus forcément une qualité, puisqu'en fait les gens disent que c'est carrément une people pleaser. En gros, c'est qu'elle fait toujours passer les besoins des autres avant ses propres besoins. Parce qu'elle a besoin d'être validée, parce qu'elle a peur d'être rejetée, parce qu'elle préfère éviter les conflits. Pour cette époque-là, c'est un peu le cliché de la femme parfaite qui se plie en 4 pour tout le monde, sauf pour elle. Donc après leur mariage, le 17 avril 93, eh bien la machine elle est lancée, puisqu'encore une fois le couple souhaite avoir une famille nombreuse. Leur premier enfant a donc pointé le bout de son nez en février 1994 et il s'appelle Noah. C'est à ce moment-là que Russell, il accepte une offre d'emploi en Floride, donc les Yates doivent déménager à Seminole dans un bus réaménagé pour au moins 6 mois. En fait, ils suivent Russell. Ensuite, en décembre 1995 arrive leur deuxième enfant et celui-ci s'appelle John. C'est ensuite leur troisième enfant qui les rejoint, Paul, en 1997. Et puis à ce moment-là, les Yates retournent vivre à Houston où ils s'achètent un camping-car. Et puis Andrea donne naissance à leur quatrième enfant en 1999, Luke. Elle a quand même donné naissance à 4 enfants en 5 ans. Et Andrea et Russell, ils sont super contents parce que vraiment, ils adorent être parents. Ce sont des rôles qu'ils ont attendus de vivre toute leur vie. Et ils ont eu de la chance car Andrea, ça se voit, elle tombait enceinte très facilement, à tel point qu'elle se surnommait elle-même une poule pondeuse. Non, rien à voir avec Jérém Star. Néanmoins, à ce moment-là, les problèmes d'Andrea, ils commencent à refaire surface. Malheureusement, sa dépression, elle est de retour et elle est plus forte que jamais. C'est dans ce contexte que Russell reçoit un appel de sa femme le 16 juin 1999, lui demandant de rentrer. Et il la retrouve chez eux, tremblante, en train de se mâcher les doigts. Le jour suivant, Andrea est hospitalisée suite à une tentative de S, en ayant ingéré beaucoup de médicaments. Donc là, les médecins lui prescrivent des antidépresseurs, puisqu'elle est clairement en pleine dépression nerveuse, en dépression postpartum et en psychose postpartum sévère. C'est-à-dire que vraiment, elle en est à un stade où elle a des hallucinations visuelles et auditives. Plus tard, et malgré le traitement, Andrea, elle souhaite toujours que sa vie s'arrête. Et elle supplie son mari de la laisser partir, alors qu'elle approche vous voyez, près de son cou, alors qu'elle se tient dans la salle de bain de sa mère. Donc après ça, elle fait un nouveau séjour à l'hôpital où les médecins lui prescrivent du Haldol, un antipsychotique. Andrea se sent alors beaucoup mieux et puis elle peut retourner vivre chez elle avec sa famille. Mais à ce moment-là, ils sont toujours dans le camping-car et clairement, cette vie-là, quand on est une famille nombreuse, c'est pas hyper facile. Donc le couple décide d'emménager dans une maison pour améliorer leur confort de vie dans la banlieue de Houston à Clear Lake City. Et c'est là que ça devient intéressant et en même temps inquiétant, mais lors de ces rendez-vous médicaux, la psychiatre Eileen Starr Branch conseille très fortement au couple Yates de ne plus avoir d'enfants. Parce que clairement, ça provoque des épisodes psychotiques chez Andrea. Mais eux, et surtout Russell, expriment leur envie d'arrêter les médicaments d'Andrea pour qu'elle puisse à nouveau tomber enceinte. En gros, les conseils de la psychiatre, ils n'ont pas envie de les prendre en compte. La psychiatre écrit alors 2 jours après ce rendez-vous dans le dossier d'Andrea, apparemment, la patiente et le mari prévoient d'avoir autant de bébés que la nature le permettra. Cela garantira sûrement une future dépression psychotique. Donc il n'écoute pas, et puis de toute façon, Russell, il se rend pas vraiment compte en fait de l'ampleur des dégâts, ça c'est lui qui le dira plus tard. Il est quand même informaticien à la NASA où il gagne 80 000 $ par an. À l'époque c'est énorme et c'est pas un job à la portée de tout le monde. Donc on se dit logiquement il devrait quand même être capable de relier les points pour faire de bonnes déductions. Eh bien non.
On lui a quand même confirmé qu'il y avait 50% de chances qu'Andrea replonge après une grossesse. Mais lui, et encore une fois, ce sont ses mots, à ce moment-là, il se dit que les maladies mentales d'Andrea, en gros, c'est un petit peu comme une grippe, et que si elle prend des médicaments, ça ira mieux, quoi. Et donc elle peut les arrêter quelques mois pour un 5e enfant, le risque, il vaut la peine. Ce sont, encore une fois, ses mots à lui. Et c'est comme ça qu'est conçu leur 5e enfant, 7 semaines seulement après qu'Andrea soit sortie de l'hôpital. Et Marie vient au monde en 2000. Et pendant quelques temps, bon, les problèmes ont l'air d'être derrière la famille Yates. Et tout se passe à peu près bien, jusqu'au décès du papa d'Andrea, le 12 mars 2001. Et là, Andrea, elle en peut plus, elle se fait physiquement du mal, elle arrête ses traitements, elle se réfugie dans la religion, elle lit sans cesse la Bible, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, hein, mais on en reparlera plus tard. Là, c'était pas sainement en fait qu'elle le faisait, à tel point qu'elle arrête même de nourrir son dernier bébé, Marie. Andrea, elle est donc de nouveau hospitalisée, et cette fois-ci, c'est le docteur Mohamed Saïd qui la soigne et puis qui la libère. Mais vous vous doutez que tout ça, ça ne va pas suffire. Le 3 mai 2001, dans un état un peu second, elle remplit la baignoire de la maison pour faire une bêtise, et puis elle finit par reprendre ses esprits et elle se ravise. Le lendemain, elle est de retour à l'hôpital parce qu'elle avait déjà une visite médicale qui était prévue, et le médecin, lui, il conclut qu'Andrea, elle est suicidaire et que la baignoire, c'était pour mettre fin à ses jours à elle. Alors quand on connaît la suite, est-ce qu'elle avait vraiment prévu de se faire du mal à elle ou à ses enfants ? Ça, c'est à vous de me donner votre avis. En tout cas, ce jour-là, le docteur Saïd, il demande au mari d'Andrea, Russell, de ne plus jamais laisser Andrea seule avec les enfants. Il faut absolument qu'elle soit surveillée H24. Et pourtant, Russell, lui, il a pas trop envie que sa femme, elle soit dépendante de lui. Il se dit qu'il a quand même envie qu'elle puisse faire des choses seule, etc., etc. C'est une adulte qui peut quand même s'occuper de ses enfants. Donc pour tenter de l'aider, il décide de la laisser seule pendant 1 heure, chaque matin et chaque soir. Et sincèrement, il faut encore une fois se remettre dans le contexte, se dire que ça commence à dater un petit peu cette époque. Je pense pas que ça parte d'une mauvaise intention. Je pense vraiment qu'il voulait que sa femme garde son indépendance. Mais là, bon, il y a quand même des médecins qui l'ont dit le contraire. En tout cas, pendant quelques semaines, ça fonctionne. Andrea, elle est un peu plus indépendante et elle a l'air d'aller mieux. Le matin du 20 juin 2001, Russell la laisse seule à la maison pour partir travailler. Selon son témoignage, quand il s'en va, Andrea, elle a l'air un petit peu catatonique. Elle mange même les céréales à même la boîte. Et lui, il s'interroge parce qu'il ne l'a jamais vu faire ça avant. Mais contre toute attente, il ne s'inquiète pas plus que ça. Il se dit qu'Andrea, en tout et pour tout, elle va rester seule 1 seule heure. Parce qu'1 heure après son départ, il y a la maman de Russell, Dora, qui va arriver et à ce moment-là, tout sera sous contrôle. Donc pour 1 heure, on va pas s'inquiéter. De toute façon, c'est bien connu, 1 heure, c'est pas assez pour qu'un drame se produise. Non ? Andrea, elle avouera plus tard à un psychiatre qu'elle attendait simplement que son mari la laisse seule pour qu'il ne l'empêche pas de faire ce qui va suivre. Puisque pendant ce court laps de temps, ce 20 juin 2001, dans la paisible banlieue de Houston, les 5 enfants Yates vont perdre la vie. Andrea, elle décide d'abord d'enfermer leur chien dans une pièce pour ne pas être dérangée. Et puis elle va commencer, désolée c'est un peu graphique mais en même temps les faits sont les faits, elle va commencer par noyer dans la baignoire ses fils, John qui est âgé de 5 ans, Paul 3 ans et Luc 2 ans, avant de les porter pour les mettre dans son lit. Ensuite elle s'attaque à Marie qui a seulement 6 mois, c'est encore un tout petit bébé, et celle-ci flotte dans la baignoire lorsque le 5e enfant, Noah, 7 ans, demande à sa mère, maman, il se passe quoi là avec Marie? Et finalement, lui, il comprend assez rapidement, donc il tente de s'enfuir, mais Andrea le rattrape et le noie à son tour. Andrea le laisse là, et puis elle porte le corps de Marie pour le placer dans les bras de son grand frère, John, dans le lit. Après ce drame terrible, Andrea, elle a quand même assez conscience de ce qu'elle vient de faire, donc elle appelle la police, elle leur demande de venir, mais elle ose pas trop dire pourquoi elle a besoin d'eux, elle dit juste qu'elle a pas besoin des secours, elle a besoin de la police. What's the problem? I just need him to come. Is your husband there? No. Well, what's the problem? I need him to come. I need to know why we're coming, ma'am. Is he there standing next to you? She? Are you having disturbance? Are you ill or what? Yes, I'm ill. You need an ambulance? No, I need a police officer. Et puis ensuite, elle téléphone à son mari, Russell, et lui dit « Tu ferais mieux de rentrer ». Il lui demande s'il y a des blessés, et elle répond « Oui, les enfants ».
tous. Quand la police arrive sur place, Andrea, qui a 36 ans à cette époque, je voulais pas préciser, mais elle a 36 ans, elle se tient devant la porte et puis en fait elle dit tout de suite la vérité. Elle dit aux policiers: je viens de tuer mes enfants. Le sergent Randall Beatty, qui a quand même 16 ans de carrière derrière lui, et bien lorsqu'il arrive sur la scène de crime, il ne peut même pas retenir ses larmes. Tellement c'est horrible à voir. Il y a quand même 4 jeunes enfants décédés, étendus sur un lit, et un 5e qui flotte dans la baignoire, quoi. Russell, évidemment, il arrive rapidement chez lui, et puis voilà, il comprend parce que quand il arrive, il s'aperçoit qu'il y a plein de voitures de police, mais pas que, il y a également énormément de journalistes. Je me demande comment ils faisaient à l'époque les journalistes pour avoir les infos aussi rapidement, mais voilà, dans l'heure qui suivait, la rue, elle était blindée, elle a même été fermée d'ailleurs, tellement il y avait trop de gens, et à ce moment-là, personne ne va le laisser rentrer chez lui, sûrement pour lui éviter un traumatisme supplémentaire. Le lendemain des meurtres des 5 enfants, Russell, il sait ce qui s'est passé du coup, mais il soutient tout de même sa femme publiquement, en disant que voilà, la femme qui a tué leurs 5 enfants, c'est pas du tout la femme qu'il aime, la femme qu'il a épousée, qu'elle n'était pas dans son état normal, et il y a certains médias qui vont le pointer du doigt pour ça. Je trouve ça quand même bien qu'il l'ait soutenu publiquement, je tenais à le souligner parce que après je ne vais pas lui faire de cadeau, donc bon, il a fait un truc de bien, on va le dire quand même. C'est George Parnham, qui est un ami de la famille mais qui est surtout avocat, qui va représenter Andrea à la demande de Russell, et Andrea, elle va décider de refuser les offres du procureur. On lui proposait de plaider coupable et en échange elle serait envoyée en prison à vie au lieu d'être condamnée à la peine de mort, et elle a refusé. Donc à ce moment-là, le procureur général, il demande la peine de mort pour Andrea, ce qui est plutôt commun là-bas, puisque voilà, pour la culture générale, vous le saurez, le Texas c'est l'état aux États-Unis qui compte le plus d'exécutions depuis 1976. Au total, il y en a eu 598. La défense d'Andrea, c'est évidemment la folie. Elle a clairement eu des soucis de santé mentale toute sa vie. Ça a été suivi, documenté dans les dossiers des psychiatres qu'elle a rencontrés tout au long de sa vie. Mais le jury rejette cette défense en mars 2002 et la déclare coupable. Cependant, eux, ils refusent la peine de mort. Ils optent plutôt pour la prison à vie au Texas, avec une possibilité de libération conditionnelle après 40 ans d'enfermement. Quoi qu'il, cette décision est remise en cause le 6 janvier 2005 parce qu'en fait, au moment du premier procès, il y a l'un des psychiatres qui a appelé à témoigner, le docteur Park Dietz, et en fait son témoignage il n'est pas validé en gros, parce que lui il a déclaré que un peu avant le drame, il y a un épisode de New York Police Judiciaire qui est diffusé, et c'est un épisode où il y a une maman qui noie ses enfants, mais dans cet épisode, la mère elle est acquittée à cause de sa folie. Je sais pas trop pourquoi il a dit ça à la barre, est-ce que ça veut dire regardez dans la série elle est acquittée, donc Andrea doit aussi être acquittée parce que elle aussi elle a des soucis de santé mentale, je sais pas. Quoi qu'il en soit, cet épisode en fait il n'existe pas, mais le jury a pu être influencé par ce témoignage. Donc quand il y a un doute, il y a plus de doute et il faut refaire le procès. Andrea, à nouveau, elle plaide non coupable en raison de sa santé mentale le 9 janvier 2006. Elle refuse à nouveau une offre, cette fois-ci de 35 ans pour meurtre si elle acceptait de plaider coupable, et donc le verdict final est rendu le 26 juillet 2006 après 3 jours de délibération. Et cette fois-ci, Andrea, elle est déclarée non coupable pour cause de folie. Et au lieu de finir sa vie enfermée en prison sans être soignée, elle est envoyée en janvier 2007 à l'hôpital psychiatrique de l'État de Kerrville, au Texas. Je sais que ça peut faire débat dans les commentaires. Je vous avoue que moi je suis plutôt contente de ce verdict. Honnêtement, si elle avait été condamnée à la peine de mort, j'aurais été scandalisée. Je reste scandalisée par la peine de mort d'Eileen Wuornos par exemple, j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais là pour moi ça aurait vraiment été un scandale parce qu'elle est clairement malade en fait, elle souffre d'une maladie. Je trouve ça bien qu'elle soit soignée, elle ne goûtera plus à la liberté, elle pourra plus faire sa vie normalement et tout. Elle restera toujours enfermée mais au moins elle est soignée et accompagnée. Mais il faut pas oublier qu'il y a quand même 5 enfants innocents qui ont perdu la vie dans d'atroces conditions en plus. Donc en fait je peux entendre les deux avis. Si vous êtes content qu'elle soit soignée, je peux vous comprendre. Si vous êtes scandalisé, je peux comprendre aussi. C'est compliqué, c'est un cas et une affaire qui suscite le débat. Ne vous en faites pas si même vous avez des émotions un peu contradictoires. Moi c'est pareil, ça a été pareil pendant toute l'écriture de cette vidéo. Et puis c'est pareil encore aujourd'hui dans les médias, etc. ou sur Reddit, blablabla. Donc voilà pour le verdict. Je vous ai quand même gardé quelques infos pour la fin. Dites-vous que là, vous ne savez pas encore tout, mais la question c'est quand même, est-ce que ce drame était évitable? On va essayer d'y répondre ensemble et je pense qu'au fur et à mesure vous allez comprendre mon avis, mais on est quand même au début des années 2000 et la santé mentale, surtout chez les jeunes mamans, eh bien ce n'est pas encore la priorité. Aujourd'hui, on est un peu plus au courant, on sait que la dépression postpartum ça existe, elle est reconnue, mais
À l'époque, c'était pas encore trop ça, même si on commençait à en parler. Est-ce que ce drame aurait pu être évité? Plus de suspense? Pour moi, la réponse c'est oui, à 100%. Mais encore une fois, vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de me le dire. Vous savez que l'une de mes parties préférées dans les Auroria, ça se passe après en fait, ça se passe dans les commentaires quand on peut en discuter ensemble. Selon moi, comment ça aurait pu être évité? Eh bien déjà, si Russell, le mari d'Andrea, avait pris au sérieux le sujet de la santé mentale, ça aurait été quand même pas mal. En 2001, Russell, il discute avec le frère d'Andrea qui s'appelle Brian et il lui dit en gros c'est bon, les gens déprimés, faut leur mettre un coup de pied au cul pour les motiver. Alors c'est sûr, hein, ça serait super vraiment si ça fonctionnait comme ça, mais on sait que non. Le t'es triste? Arrête, ça fonctionne pas, ça ne marche pas. C'est juste pas comme ça que ça fonctionne avec la maladie qui est la dépression. Je le répète, c'est une maladie, c'est pas juste de la flemme ou une recherche d'attention. La propre mère de Russell s'est montrée un peu choquée lorsque quelques semaines auparavant, Russell avait annoncé à toute la famille qu'il laisserait Andrea seule 1 heure tous les matins et tous les soirs pour qu'elle reste indépendante, etc. Parce que, encore une fois, les médecins lui avaient recommandé tout l'inverse. Et la mère de Russell savait dans son fort intérieur que quelque chose allait mal tourner quand elle a aperçu Andrea qui a failli étouffer son bébé, Marie, en insistant pour lui donner de la nourriture solide. Et là encore, moi j'y vois des signaux plutôt clairs, mais je pense, et ça c'est un avis personnel, que si Andrea, elle insistait autant pour que Marie mange de la nourriture solide, c'est sûrement parce qu'en fait, tout simplement, elle n'en pouvait plus d'allaiter. Et ça, c'est un sujet que je n'ai pas moi-même expérimenté, donc je peux pas non plus parler au nom de toutes les mamans, mais c'est pas parce que je l'ai pas vécu que je me renseigne pas sur le sujet, et que j'écoute pas, et que je lis pas des témoignages, etc. On le sait, heureusement, grâce à beaucoup de mamans qui ont livré leurs témoignages, que l'allaitement, c'est pas quelque chose qui est facile, et que pour certaines, c'est même une expérience qui est très très difficile, éreintante, voire traumatisante. Quand je lis qu'Andrea, elle insistait pour que le bébé mange de la nourriture solide, moi je vois une maman épuisée qui ne veut plus allaiter. Mais c'est mon avis. C'est un avis qui est partagé avec d'autres personnes puisque Russell s'est senti obligé de se défendre dans les médias et je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Russell, il a déclaré qu'en gros, c'était un petit peu de la faute des médecins d'Andrea ce qui s'est passé puisqu'apparemment, il lui avait pas du tout dit qu'Andrea pouvait faire du mal aux enfants. On lui a dit de pas la laisser seule avec les enfants, mais bref, lui il savait qu'elle était malade évidemment, mais pour lui sa maladie mentale, elle pouvait être soignée grâce aux médicaments. Il dit même, si j'avais su qu'elle était psychotique, nous n'aurions même jamais envisagé d'avoir plus d'enfants. Bon, moi je trouve ça un petit peu particulier comme déclaration, forcément, parce que en face de la psychiatre d'Andrea, il dit qu'il souhaite qu'elle arrête ses médicaments pour mettre un 5e enfant en route. Si pour lui Andrea, elle va bien quand elle est sous traitement, pourquoi il veut qu'elle l'arrête pour avoir un autre enfant? Pour moi, il savait qu'Andrea irait mal à nouveau, mais il voulait absolument le plus d'enfants possible. Andrea elle-même, elle témoigne et elle dira plus tard à son psychiatre de la prison, le docteur Melissa Ferguson, qu'avant d'avoir Marie, elle avait demandé à son mari de ne plus avoir de rapport sexuel parce que sa psychiatre à l'époque l'avait mise en garde, qu'elle pourrait finir par blesser ses enfants, etc. Mais visiblement, les croyances religieuses de Russell étaient plus importantes. Il voulait plus d'enfants. Ensuite, Russell accuse le docteur Saïd qui aurait prescrit les mauvais médicaments à Andrea quelques jours avant le drame. Parce qu'en fait, il y a l'un des médicaments qu'elle prenait, l'Effexor, qui donne effectivement comme effet secondaire des idées noires. Et d'ailleurs, il se dit, mais ça j'ai pas trouvé énormément de sources, donc c'est à prendre avec des pincettes, que qu'Andrea elle a pris le double de la dose recommandée pendant 1 mois avant de tuer ses 5 enfants. Donc est-ce que c'est ce médicament qui a causé l'épisode psychotique de trop pour Andrea, ou alors est-ce que c'est l'arrêt du second médicament qui est l'Aldol 2 semaines avant les meurtres? Pardonnez mon langage, mais c'est un sacré bordel et c'est toujours aujourd'hui un sacré bordel dans la communauté médicale parce que aujourd'hui encore ça fait débat. En août 2004, Russell il finit par demander le divorce qui est prononcé le 17 mars 2005 et lui va refaire sa vie avec une certaine Laura Arnold. Ils se marient tous les deux le 25 mars 2006. Ensemble ils ont un fils et puis finalement ils divorcent à la demande de Laura en 2015. Il reste une partie de cette affaire dont on n'a pas encore parlé. Le côté religieux de la famille
famille Yates. Alors, sachez que mes vidéos, elles sont prévues quand même en avance, enfin en tout cas mon programme, ma liste de vidéos, de sujets que je vais aborder, elle est programmée en avance et j'ai vraiment pas fait exprès qu'on parle d'une histoire qui a un côté religieux le week-end de Pâques, je suis vraiment désolée. N'y voyez pas une provocation de ma part, au contraire, de toute façon vous allez comprendre puisqu'en fait il y a tout un côté sectaire dans cette histoire dont on n'a pas parlé. Donc on va parler de religion, mais on va surtout parler d'un mauvais usage qu'en a fait un certain homme. La famille Yates, c'est une famille qui est quand même très religieuse, les histoires qui sont lues aux enfants, en gros pour qu'ils dorment le soir, etc., c'est pas des contes classiques, ce sont des récits religieux. Jusque là rien de très grave, mais c'est pour vous montrer à quel point la religion prenait une sacrée place dans leur vie. Et lorsque Russell étudiait à l'université d'Auburn, il fait la rencontre d'un prédicateur itinérant, Michael Woronicki. Cet homme, lui, il est régulièrement sur le campus alors qu'il n'est pas étudiant, hein, et vous avez déjà dû voir ça dans des films, dans des séries, mais en gros il vient avec des pancartes où c'est écrit « Vous allez aller en enfer », blablabla. Les gens le décrivent comme un homme qui est imposant, qui est impressionnant, qui se montre sûr de lui, qui est très très masculin et viril, et surtout provocateur. Et donc à l'époque, forcément, il y a beaucoup d'autres étudiants, hommes, qui veulent être comme lui. Pour le contexte, ce Michael, il vit avec sa femme et leurs 8 enfants dans un bus pour faire comme dans l'Arche de Noé. Voilà. Et donc Michael, il correspond avec énormément de familles, dont le couple Yates. Il leur envoie des lettres et puis il leur envoie aussi des cassettes audio où il s'enregistre en train de prêcher pour partager la vérité. Et donc sa vérité, c'est qu'on n'a pas besoin de faire partie d'une église en particulier pour être proche de Dieu. Jusque-là, rien de trop alarmant. Et ça, c'est un message qui parle beaucoup à Russell Yates parce qu'à l'époque, il trouve que voilà, les églises, elles sont un peu hypocrites. Elles font du tri sur qui peut venir, qui ne peut pas venir. Et puis il dit que la Bible dit, si tu veux être parfait, va et vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Donc lui, il trouve ça plutôt drôle de voir des familles arriver en grosses voitures très très chères à l'église le dimanche et puis ensuite de ne rien donner aux plus nécessiteux. Franchement, là-dessus, on peut pas trop lui en vouloir. Mais il y a d'autres idées qui sont hyper problématiques. Parce que selon Michael, donc le jugement dernier approchait, et il y a vraiment un côté sectaire puisqu'il a fait énormément de mal aux familles qu'il était censé guider. Je crois pas qu'aujourd'hui son mouvement soit considéré officiellement comme une secte, mais ça coche toutes les cases, hein, clairement. Donc il disait aux parents que les enfants devaient être battus et avoir mal, puisque les cicatrices, ça faisait partir le mal, Satan, et pour cet homme, les femmes, qui sont comme Ève, ont une nature de sorcière. Sa propre femme, Rachel, quand elle écrit des courriers, elle signe les lettres par Rachel, servante de Michael. En gros, le message, c'est les femmes, c'est des faibles et c'est des manipulatrices. Voilà. Et c'est là que ça aurait dû faire tilter Russell, mais bon. Apparemment, c'est pas le cas. En tout cas, pour en revenir à la famille Yates, après la naissance de Luke, ils sont très très occupés. Et Russell, lui, il commence à avoir moins de contact en fait avec Michael. Mais Andrea, elle continue à lui écrire et elle continue à écrire à sa femme Rachel. Donc lorsqu'Andrea, elle écrit à Rachel et puis qu'elle lui fait comprendre que ça va pas trop, Rachel lui répond « Ne te tourne pas vers Russell, tourne-toi vers Jésus ». Encore une fois, aucun jugement, on peut parfois vraiment trouver du réconfort dans la religion, mais mettre de côté la santé mentale et donc la dépression, les dépressions postpartum d'Andrea, ça me gêne par contre. C'est dommage parce que peut-être que si à ce moment-là, Andrea, elle avait un petit peu plus parlé à Russell et moins à Rachel, l'histoire aurait été différente. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Michael, il s'en défend encore de cette histoire sur son site web officiel. Je vous laisserai aller voir, je vous mets des captures quand même à l'écran, mais il a carrément un onglet sur son site concernant l'affaire Andrea Yates. En gros, lui, il dit qu'il est coupable de rien, voilà, comme ça je vous fais un résumé, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que son mouvement, sa secte, a fait beaucoup de mal à Andrea, qui avait déjà une santé mentale fragile. À l'époque, elle a carrément fait l'école à la maison à ses enfants, parce qu'elle avait peur de l'influence de l'école, et ça c'est à cause de Michael, qui disait que l'école, c'était Satan qui voulait endoctriner les enfants. Peut-être que si elle les avait envoyés à l'école publique normale, elle n'aurait pas été aussi fatiguée. Peut-être que la dépression postpartum, elle aurait pu en guérir plus rapidement. Donc qu'on le veuille ou non, ce Michael, en disant des bêtises pareilles, il a influencé la fin de cette histoire, il a influencé le drame. Lors d'un de ses passages à l'hôpital, Andrea, elle s'excuse auprès de son mari, auprès de Russell, d'être une si mauvaise mère. Alors lui, à ce moment-là, il la rassure, il lui dit que c'est faux, parce que c'est ce qu'il pense, il pense que c'est une très bonne mère, mais à ce moment-là, il pense aussi que ça lui ressemble pas de dire des choses comme ça. Et encore une fois, c'est dommage
dommage qu'il n'ait pas connecté les points parce que c'est voilà les cassettes et les lettres de Michael et de sa femme Rachel qui faisaient croire en gros que Andrea c'était pas une bonne mère. Et plus tard, Andrea déclare à son psychiatre de prison: c'était le 7e péché mortel, mes enfants n'étaient pas justes, ils ont trébuché parce que j'étais mauvaise, la façon dont je les élevais, ils ne pourraient jamais être sauvés. Ils étaient condamnés à périr dans les feux de l'enfer. Et ça, encore une fois, je pense que ça vient des écrits de Michael. What were you trying to accomplish then when you did take your children's lives? Maybe in their innocent years, God would take them up. God would take them up to be in heaven, is that what you mean? All right. And if you had not taken their lives, what did you think would happen to them? Because they would have continued stumbling. And where would they end up? Hell. In hell. Et donc c'est très très triste, mais en gros, Andrea, en faisant ce qu'elle a fait, elle pensait sauver ses enfants. Elle pensait sauver ses enfants de l'enfer. Et ça, ma team YouTube, c'était l'affaire Andrea Yates. Si cette Aurora vous a plu et que vous voulez en savoir un petit peu plus, il y a un documentaire qui est sur HBO. Moi, je vous avoue que je l'ai arrêté au milieu parce que je le trouvais pas hyper intéressant, vu qu'il est très centré sur la secte et uniquement sur la secte. On a plein d'autres témoignages de personnes qui ont vécu près de ce Michael et qui témoignent, qui disent tout le mal que ça a fait à leur famille. C'est intéressant, hein, mais moi, pour l'histoire d'Andrea, ça m'aidait pas beaucoup parce que dans ce documentaire, y a Russell qui parle, si vous voulez le voir. Je trouve qu'il se dédouane un peu, je trouve ça pas hyper normal qu'il puisse témoigner comme ça, en mettant un peu de côté la santé mentale d'Andrea, ses appels à l'aide qui ont été ignorés. Je sais pas, il y a quelque chose dans ce documentaire qui m'a un petit peu gênée, mais si vous voulez en savoir plus sur le Michael, là, n'hésitez pas à le regarder. Et puis voilà, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait, et surtout dans les commentaires, à répondre à la question du début de la vidéo. Est-ce que vous pensez que c'était évitable, oui ou non, et pourquoi? Ça m'a fait trop plaisir de passer ce petit moment avec vous. Je vous avoue que vous m'avez manqué. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Twitch si vous voulez me voir en live, en plus nature peinture que sur YouTube, puisque je stream tous les jeudis, maintenant vers 19h30, j'essaye de streamer un petit peu plus tôt. Et puis de temps en temps le week-end, genre là ce dimanche, si vous regardez cette vidéo, normalement le soir je suis en stream. Je vous donne rendez-vous le jour de mon anniversaire pour une prochaine Aurora. Si vous savez, vous savez, voilà. Si vous connaissez mon anniversaire, vous savez à quelle date on se retrouve. Et sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Ciao!